Comment restaurer la confiance? C'est effectivement une vaste question. La croissance d'une économie est basée sur la confiance dans l'avenir. Confiance des consommateurs qui consomment et confiance des investisseurs qui investissent. Une économie moderne ne peut pas progresser sans un système financier qui l'irrigue, qui lui-même est fondé sur la confiance. Les banques empruntent à court terme et prêtent à long terme. Alors que s'est-il passé en 18 mois? Nous avons vu la capitalisation mondiale du secteur financier fondre de 60%. Nous avons vu le montant cumulé des dépréciations constatées dans le secteur financier s'élever à plus de 1000 milliards de dollars. Alors on pouvait penser au mois de novembre que le fond avait été atteint. Nous nous apercevons au travers des annonces sur les résultats de 2008 que cela n'est pas nécessairement le cas et l'inquiétude des acteurs économiques est toujours aussi vive. Alors, certaines pertes ont effectivement été découvertes récemment à l'occasion de scandales financiers, mais surtout, comme cela a été dit, l'économie réelle étant maintenant atteinte, des actifs qui apparaissaient correctement évalués il y a 3 mois ne le sont plus aujourd'hui parce que les débiteurs sont atteints par la crise et peinent à honorer leurs dettes. Les banques restreignant alors les crédits accroissent ces difficultés. Alors que faut-il faire? À court terme, seuls les États ont une capacité d'action pour financer les banques, pour garantir ou reprendre les actifs à risque, pour agir sur la propension à consommer et à investir des acteurs économiques. En 2009, les gouvernements vont probablement emprunter plus de 3 000 milliards de dollars, 3 fois plus qu'en 2008, pour précisément intervenir. Mes prédécesseurs ont expliqué la nature de ces interventions et se sont penchés plus globalement sur les dysfonctionnements macroéconomiques qui ont vu des pays emprunter et consommer et d'autres pays produire les biens de consommation pour ces derniers, situation qui ne peut jamais durer éternellement. Alors cela doit être corrigé par un nouveau Bretton Woods, c'est le rôle du G20, et nous verrons si le G20 est efficace ou non. Les États doivent aussi intervenir par de nouvelles réglementations, tirant la leçon de ce qui s'est passé dans le monde des entreprises et visant à éviter de nouveaux abus. Cela aussi est un facteur immédiat de confiance avec une mise en place de nouvelles réglementations dans les mois à venir. La crise de 2001-2002 avait généré aux États-Unis la loi Sarbanes-Oxley qui avait été hâtivement promulguée et qui avait pour objectif d'améliorer les systèmes de contrôle interne des entreprises afin de pouvoir disposer d'une information financière historique, fiable. Cette loi, qui a été suivie par des lois similaires dans différents pays, dont la France, par la loi de sécurité financière, a permis de connaître rapidement l'étendue des pertes relatives aux institutions financières lorsque le risque s'est cristallisé. Au regard des règles comptables américaines et IFRS, ces pertes ont alors été immédiatement constatées dans les états financiers, permettant au gouvernement, je le crois, de prendre les mesures de financement appropriées. Mais la loi Sarbanes-Oxley n'a pas traité de la prise de risque en amont, Et c'est dans ce domaine que les régulateurs vont probablement agir. Qu'a-t-on en effet observé au cours des dernières années? Les dirigeants, les analystes financiers, les agences de notation, les traders, se sont focalisés sur la performance immédiate, permettant un gain souvent exorbitant, avec une prise de risque totalement inconsidérée. Le lucre était devenu l'apanage des marchands du temple, le moteur des marchés financiers, avec la recherche de bonus de plus en plus élevés et un gonflement des valorisations sans lien avec l'économie réelle. Ce sont donc les systèmes de gouvernance qu'il convient de réformer. Point 1. De bons systèmes de gouvernance sont en effet nécessaires. Nous devons avoir des régulateurs, des conseils d'administration, des agences de notation
au-dessus de tout soupçon. Et il conviendrait de s'inspirer de ce qui a été fait pour les auditeurs au cours des dernières années en matière de code d'éthique, d'indépendance, de supervision extérieure et de l'étendre aux différents intervenants sous des formes appropriées. Il devrait y avoir plus de focalisation sur la création de valeur à long terme, plus d'attention portée au plan pluriannuel, aux investissements en matière de recherche et développement, aux objectifs stratégiques et enfin à la dimension entrepreneuriale de l'entreprise. Une bonne gouvernance doit apprécier les risques pris par l'entreprise. Une entreprise sans risque n'existe pas. Une entreprise sans risque n'existe pas. Un rendement élevé suppose souvent une prise de risque également élevée. Ce doit être de la responsabilité du conseil d'administration et de ses comités, notamment le comité d'audit, d'apprécier l'étendue des risques pris par le management de l'entreprise et d'autoriser ce dernier à poursuivre ou non ces initiatives. Cela suppose, certes, des administrateurs dotés d'une forte personnalité. Point 2. Des procédures de management des risques doivent être instaurées. Cela suppose que le management dispose d'une cartographie des risques détaillée présentée au conseil d'administration. Deloitte a réalisé en 2006-2007 une étude portant sur 151 grands groupes localisés en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. 56% des sociétés uniquement, 56% avaient mis en place un dispositif de management des risques. Et l'Europe était d'ailleurs plutôt en avance par rapport aux États-Unis. Les groupes qui avaient adopté un système de management des risques l'avaient fait en grande majorité parce que la réglementation les y obligeait ou du fait d'une pression forte des conseils d'administration. La loi de sécurité financière en France, contrairement à la loi Sarbanes-Oxley, avait introduit la nécessité d'avoir des procédures de gestion des risques. Et l'AMF a élaboré un cadre de référence. Force est de constater qu'en 2007, 53% uniquement des rapports dits LSF des sociétés cotées mentionnaient l'existence d'une cartographie des risques. La loi du 3 juillet 2008 et l'ordonnance du 8 décembre 2008, ce sont des textes récents, imposent maintenant de nouvelles obligations aux conseils d'administration et comités d'audit qui devront s'assurer de l'existence de procédures de gestion des risques et évaluer leur efficacité. Une telle approche implique un recensement des risques par une approche bottom-up et top-down, leur quantification, des stress scénarios et une description des actions prises pour y répondre. Le comité d'audit et le conseil d'administration pourront alors exercer leur pouvoir en toute connaissance de cause. Cette appréciation des risques et leur couverture devra être également communiquée aux sociétés de rating et aux actionnaires dans les rapports annuels. Standard & Poor's a d'ailleurs déjà renforcé son analyse sur la gestion des risques en envoyant aux entreprises des questionnaires détaillés lui permettant d'apprécier le dispositif mis en place. L'AMF en France a publié un premier cadre de référence qui devra être approfondi. Le COSO 2 offre un cadre plus complet. Point 3. Cette réglementation devra aussi concerner les structures opaques. Si les entreprises cotées doivent renforcer leur dispositif de gestion des risques et leur communication à cet égard, qu'en est-il des entreprises non cotées et particulièrement de celles opérant dans des paradis fiscaux? Il est clair qu'une réglementation devra être mise en place permettant une meilleure transparence et gouvernance des entreprises, particulièrement opaques, que peuvent être notamment les hedge funds et certaines private equity. Des réglementations permissives dans de nombreux pays, dont au sein de l'Union européenne, ont permis l'éclosion de ces structures avec un excès d'endettement et des placements inconsidérés. Point 4. D'autres critères de rémunération privilégiant le long terme devront également être mis en place. Les dernières années ont vu des abus considérables dans le monde anglo-saxon. Cela a concerné aussi bien les dirigeants de certains groupes que des opérationnels.
une totale transparence sur ces rémunérations, particulièrement sur celles concernant la gouvernance des entreprises, est nécessaire et beaucoup de progrès ont été accomplis partout dans le monde au cours de la dernière année. Le code AFEP-MEDEF est un exemple de mise en œuvre et devrait concerner logiquement toutes les sociétés cotées. Au-delà de l'information, ce qu'il convient de privilégier, c'est la performance durable de l'entreprise. C'est la performance durable de l'entreprise pour ses dirigeants et instaurer pour les opérationnels des systèmes évitant d'une part des primes ou bonus excessifs et d'autre part subordonnant leur règlement à la bonne fin d'une opération. Si le débiteur s'avère par exemple insolvable, la prime n'est pas versée. Étant le CEO de Deloitte France, je me permets de dire quelques mots sur le rôle dans ce monde nouveau des auditeurs et des consultants. Les auditeurs auront d'abord pour objectif de faire appliquer les réglementations. Ils ont aussi pour mission, dans les prochaines semaines, d'apprécier la qualité des états financiers des entreprises et leur capacité à demeurer en continuité d'exploitation. C'est une rude tâche par les temps qui courent. Au cours de leurs travaux, ils peuvent être amenés à détecter des fraudes. Mais ce n'est pas l'objectif principal de leur mission. Les fraudes financières apparaissent souvent dans les périodes de crise économique. Les auditeurs peuvent-ils découvrir toutes les fraudes ? La réponse est évidemment non. Leurs moyens sont limités et ils ne peuvent intervenir à l'extérieur de l'entreprise contrôlée, comme peut le faire la justice. Les auditeurs, de par leurs fonctions et leurs travaux, contribuent cependant à limiter fortement l'occurrence de fraude et sont des rouages très importants du dispositif de gouvernance. Les consultants auront, eux, pour rôle d'aider les entreprises à mettre en place ces dispositifs de management des risques en application des réglementations, des dispositifs normatifs et des meilleures pratiques observées. Alors, en conclusion, une confiance retrouvée suppose une action concertée des États au niveau national, européen et mondial pour préserver la liquidité, relancer les investissements et la consommation. Confiance, comme le disait Christine Lagarde à sa cérémonie de présentation des vœux, rime avec sécurité. Il s'agit de la sécurité des épargnants et l'instauration de règles la garantissant avec des banques irréprochables. Il s'agit aussi de la sécurité des consommateurs et donc l'existence de produits de consommation au-dessus de tout soupçon, car la confiance n'est pas que financière. Il s'agit de la sécurité du travail qui passe par plus de flexibilité et une formation de haut niveau. Finalement, une confiance retrouvée signifie que les 63 millions de Français ont confiance dans leur pays, dans leur gouvernement, dans leurs entreprises, pour affronter un monde complexe et changeant. Le taux record de natalité observé au cours des dernières années n'est-il pas, après tout, un fort élément probant de cette confiance dans l'avenir? Merci de votre écoute.